Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie de l'émission que nous avons consacrée au gaz de schiste. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous irons directement au débat, à la discussion. Nous avons avec nous Abdelhamid Fanghor, docteur en génie chimique, qui est avec nous sur le plateau. Boubacar Abdellaoui, consultant et expert en énergie à Omelboiri, en même temps engagé contre le gaz de schiste. Segni Lajel, professeur à l'université de Ouargla, spécialiste en environnement, engagé lui aussi contre le gaz de schiste. Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste à Ain Saleh. Abdelhamid Fanghor, je vous renouvelle donc mes remerciements. Vous êtes avec nous pour la deuxième fois consécutive pour parler de tout ça. Si nous allions d'abord sur la question de savoir ce que sont nos vraies réserves en matière de gaz de schiste. Alors là, pour les réserves, on a identifié 7 bassins en Algérie, donc 2 à l'ouest, Radames et Berkine et Illizi. Et au centre, nous avons Timimoun, Ahnet et Mouidir. Et à l'ouest, nous avons Ergani Tindouf, à l'ouest. C'est toujours le sud, hein. Sud-est, sud-ouest, sud-sud. Absolument, c'est 7 bassins. D'accord. Et l'étude qui a été faite, disons l'estimation des réserves de gaz de schiste ont été faites par une société américaine, une société gouvernementale qui s'appelle les Energy Information Administration. C'est une agence gouvernementale. Avant que vous nous disiez plus sur cette société, sur les réserves, sur le montant de ces réserves, sur la quantité, comment ce genre de société procède-t-elle pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, en fait? Est-ce que ce sont des techniques connues, ce sont des techniques approximatives d'évaluation? Est-ce que ce sont des techniques très pointues qui donnent réellement la vraie mesure? Bon, pour le gaz de schiste, nous avons un concept qui n'est pas encore défini, qui n'est pas encore admis par les sociétés savantes, oui, qui est le concept de ressources techniquement récupérables. Alors que dans le conventionnel, on parle de réserves prouvées. Et là, dans les réserves prouvées, on a une définition qui est bien admise par les sociétés savantes telles que la SPE, Society of Petroleum Engineers. Donc, c'est une méthode de calcul qui est bien définie et sur laquelle beaucoup d'experts s'accordent. Là, pour le concept de techniquement récupérable, c'est un concept nouveau qui n'est pas encore admis. Et ce concept, en fait, ne tient pas compte du prix de revient ou bien des coûts de production. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous avez des réserves de tant d'années, mais sans indication de coût ou de prix. C'est-à-dire que... Mais comment faire pour évaluer les masses, pour les identifier, les repérer, les localiser et surtout les quantifier? À partir de quels critères? C'est un calcul qui est très simple. Donc, on prend le bassin, on prend les dimensions de la formation de schiste. Donc, on connaît à peu près les dimensions, on connaît l'épaisseur et on connaît la matière organique. Et aussi, on essaye d'estimer la matière organique qui est arrivée à maturation pour produire le gaz de schiste. Donc, c'est un pourcentage. Très bien. Et donc, ce sont généralement des projections. Des cadrages. Voilà, c'est un calcul approximatif. Donc, mais plus on a d'informations sur le nombre de forages, par exemple, oui, parce que là, les bassins ne sont pas continus, par exemple. Il y a peut-être d'autres formations, oui, dans les bassins qui ne contiennent pas assez de matière organique. Et là, dans cette approche-là, on fait l'hypothèse que c'est... Parce qu'il y a très peu de données pour l'instant. Cette agence-là s'est basée sur des données qui sont dans le domaine public, donc les données qui sont publiées, oui, soit dans des papiers présentés dans des conférences, soit dans des thèses. D'accord. Des publications universitaires en général. Absolument.
Et quand j'ai lu le rapport de cette agence, j'ai trouvé que le nombre de références est très pauvre. Donc ces données de base ne permettent pas vraiment de donner des estimations fiables. Ça veut dire en plus de l'approximation des méthodes elles-mêmes, il y a en plus le manque de références assez conséquentes pour pouvoir faire ne serait-ce que de l'approximation dans l'approximation. Mais sinon, donc, ces Américains, qu'est-ce qu'ils ont évalué? Ils nous disent que vous avez à peu près 20 000 milliards de mètres cubes. Donc si on compare ça aux 4,5 milliards de mètres cubes en conventionnel, on avait dit la dernière fois que le conventionnel c'est à peu près 50 ans, donc c'est à peu près 4 fois plus, donc c'est 200 ans. 200 ans. Voilà. 200 ans d'exploitation à quel rythme? Au rythme de la production de 2014. 2014. D'accord. Donc là, c'est une estimation brute, mais pour cerner un peu la question, on doit regarder l'expérience des autres pays. D'accord. On a l'exemple de la Pologne, par exemple, où l'Institut polonais de géologie a réévalué les estimations qui étaient faites par la même société américaine? Par la même agence américaine. Ah, d'accord. Et donc, ils ont dit diviser par 10. C'est-à-dire que les prévisions, les estimations américaines se sont avérées 10 fois moins importantes. Absolument. Par 10? Par 10. Ça veut dire que nous, en fait, si on prend le même cadrage, si on ramène à 10 fois moins, ça veut dire que c'est juste 20 ans, c'est pas 200 ans. C'est 20 ans, voilà. Et 20 ans au lieu de 200 ans. Absolument. Ça veut dire qu'on est en train de nous mentir, c'est pas un peu, on est en train vraiment de... Il y a une grande marge d'incertitude. Et si on prend le cas de la France, dans le cas de la France, ils ont dit... La même agence américaine. Par rapport à la même agence. Donc, d'accord. Il y a 2 ans, il y a un organisme français, l'Observatoire français des conjonctures économiques, avait estimé les réserves à peu près à 300 milliards, là en rentrée, à 300 milliards de dollars, oui, répartis en 30 ans. D'accord. 2 années après, le même organisme a refait les calculs et il a estimé les rentrées à un peu moins de 20 milliards de dollars répartis sur 45 ans. C'est-à-dire c'est plus que 10 fois moins. Ça équivaut à peu près à diviser les réserves par 20. C'est incroyable. Donc dans notre cas, si on divise par 20, c'est 10 années. C'est 10 années, c'est même pas... Voilà. Ce n'est pas 200 ans, c'est à peu près 10 années. Absolument. 20 fois moins que les prévisions américaines. Mais pourquoi les Américains nous font de telles prévisions? Est-ce que c'est juste de l'incompétence? Est-ce que c'est de l'exagération comme ça, par hasard? Ou est-ce fait pour nous inciter, pour nous allécher? Je ne sais pas, mais à mon avis, il me semble que c'est à cause des données qui sont très pauvres. Et vraiment, la seule façon de vérifier ces calculs, c'est de faire confiance aux Algériens, parce que nous avons beaucoup de compétences en Algérie. Nous avons des géologues, des géophysiciens, nous avons des ingénieurs de réservoirs d'hydrocarbures, nous avons des économistes, et ces Algériens peuvent expertiser ces chiffres. Et pourquoi les autorités ne leur font pas appel plutôt que d'aller chercher des agences américaines? Là, c'est un problème qui touche à notre culture un peu. On s'adresse toujours à l'étranger. On oublie qu'on a des compétences... On ne fait pas confiance à nos propres compétences. Absolument. Nous allons demander l'avis de 2 spécialistes qui sont avec nous. Boubacar Abdellaoui, qui est consultant et expert en énergie à Moulbouri, et Segni Lajel, qui est professeur à l'université de Ouargla, spécialiste en environnement. Segni Lajel qui est avec nous sur Skype. Merci Segni Lajel d'être avec nous. Merci mon frère Jamal pour l'invitation. Merci à vous. Et je remercie aussi les collègues invités à cette rencontre. Merci. Et je remercie tous les spectateurs qui suivent cette émission-là. Merci beaucoup, Segni Lajel. Alors,
en nous parlant en ce moment de réserve. Abdelhamid Fengour, qui est expert en la matière, nous dit donc que les Américains nous ont d'abord parlé de réserves qui couvriraient à peu près 2 siècles, 200 ans, par rapport à ce qui a été exploité en 2014 sur cette référence-là. Or, il semble que ce ne soit même pas 10 fois moins, mais peut-être même 20 fois moins, c'est dire. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Moi, je confirme les informations attribuées, accordées par mon collègue. Et je pense bien que, c'est-à-dire, les chiffres avancés par les multinationales sont très exagérés. Et eux, ils ont d'autres intérêts que c'est-à-dire de nous rouler en quelque sorte dans ces chiffres-là pour leur intérêt spécifique, surtout pour leur entreprise qui exploite sur nos sols. Donc, vous pensez qu'ils le font exprès pour nous allécher, oui, pour nous inciter à y aller? Oui, ils le font exprès. Et même, ça a été prouvé même pas pour les réservoirs gaz de schiste, mais même pour les puits conventionnels. Donc on a des cadres de Sonatrach à chaque fois qui confirment que ces compagnies-là ne donnent pas la vérité aux gens, ils exploitent nos puits d'une manière non réglementée, surtout en utilisant la fracturation hydrochimique qui est une méthode contestée par l'ensemble de la communauté scientifique et industrielle. Nous allons y venir, Segni Lajil, nous allons y venir. Je reçois à présent Boubacar Abdellaoui, qui est consultant et expert en énergie. Boubacar Abdellaoui, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Jamal. Bonjour, merci. Mon cher public. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Boubacar Abdellaoui, ces histoires d'estimation par une agence américaine dont M. Van Roor nous disait à l'instant que ça a été initialement estimé à 2 siècles environ d'exploitation sur la base de 2014 et qui s'est avérée beaucoup moins importante que ça, peut-être 20 fois moins. À votre avis, ça a été fait exprès? Les Américains nous utilisent systématiquement comme gens à qui il faut mentir, à qui il faut manipuler pour pouvoir les exploiter plus rationnellement, j'allais dire? Effectivement, M. Jamal, on sait bien que notre économie en Algérie est quasiment entièrement dépendante des hydrocarbures. Notre pays est le 8e producteur de gaz naturel dans le monde. Or, selon les statistiques non confirmées, comme l'a dit notre collègue, l'Algérie possède, ils ont donné des chiffres non confirmés, 17 000 milliards de mètres cubes non conventionnels. C'est-à-dire 4 fois plus que les gaz conventionnels. Donc, à mon avis, c'est un chiffre erroné qui dépasse la réalité parce que il faut dire qu'on possède des compétences nationales, des ingénieurs et nos techniciens indépendants peuvent être associés avec ces entreprises soi-disant américaines, multinationales, qui font de la prospection et qui font des estimations erronées pour, bien sûr, pour que les autorités savent que les autorités algériennes sont dans une impasse et pour pousser les autorités algériennes à accepter la fracturation hydraulique le plus vite possible pour consoler le public algérien. En quelque sorte, moi, en tant qu'expert, et j'ai travaillé sur le forage pendant un bon bout de temps, donc je pense, à mon avis, lors de l'exploitation du gaz naturel conventionnel là, oui. C'est-à-dire il n'y a que 95% du gaz qui est récupéré. Par contre, dans le cas des gaz de schiste, le taux de récupération est de l'ordre uniquement de 20%. Et où vont les 80%? Où vont les 80%? Donc ce sont des déperditions ou qui ce sont la zone, l'argile,
Le schiste, c'est de l'argile. Oui. C'est une roche imperméable. Donc, c'est-à-dire même avec la pression, jusqu'à 750 bars, de quoi, c'est-à-dire provoquer même des séismes. Oui. Mais là, c'est-à-dire on n'arrive pas à puiser la totalité des cas. Mais vous êtes en train de nous dire, c'est Abdellaoui, vous êtes en train de nous dire qu'après la fracturation hydraulique ou chimio-hydraulique, les gaz qui remontent des poches où ils étaient enfermés, il y a 80% qui s'en vont dans la nature et dans les sols. Il y a 20% de production réelle. D'accord. Qui peuvent puiser. 20%. Nous allons arriver, c'est Abdellaoui, à cette histoire d'exploitation du gaz de schiste. Nous faisions d'abord un tour de micro autour des réserves supposées ou des réserves réelles. Hassina Zegzeg est avec nous, militante gaz de schiste, très connue à Ain Salah. Hassina Zegzeg, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci. Alors, Hassina Zegzeg, avant que je vous pose la question, moi j'ai été très content d'apprendre que vous êtes avec nous, vous, Segni Lajel, Boubacar Abdellaoui, qui avez été dans le même front de la lutte contre le gaz de schiste. Je sais qu'il y a eu des problèmes, malheureusement, qui ont touché la direction de la résistance et que je suis très content de vous avoir tous ensemble avec nous aujourd'hui face à votre public. Sinon, je voulais vous dire, Monsieur Fengour vient de nous apprendre que les estimations donc américaines, d'une certaine agence américaine, de la même manière qu'elles sont trompées avec les autres pays, par exemple en Pologne, hein, c'est ça, où elles ont donné 20 fois plus d'estimations que le vrai potentiel, ou en France, où elles ont donné 20 fois plus ou 10 fois plus. En Algérie, donc, elles ont commencé par donner une prévision approximative de 2 siècles d'exploitation par rapport à la référence 2014. Or, il semble que c'est très loin d'être le cas, que c'est peut-être 20 fois moins, selon Abdelhamid Fenghor. À votre avis, pourquoi ont-ils fait ça? Est-ce pour nous piéger, pour nous allécher, ou est-ce que c'est juste une erreur d'appréciation? Non, mais je pense qu'on travaille beaucoup dans l'approximation en Algérie. Je pense que rien n'est fait professionnellement. Mais ce sont des Américains. C'est une agence américaine qui a fait ces prévisions. C'est pareil. Quand l'année dernière, elle avait envoyé Monsieur Murphy pour parler du fait que les gaz de schiste n'étaient pas dangereux, c'était pareil. Il avait avancé les mêmes chiffres à Alger. Et je pense que l'Algérie n'est pas très regardante par rapport à la célérité des études qu'elle demande. Thomas Murphy, qui a été ramené par Sellel pour prêcher la bonne parole, comme l'a relevé Hussein Malti, pour convaincre les sceptiques que le gaz de schiste était une bénédiction. Mais je vous laisse poursuivre. Absolument. Oui. Je vous laisse poursuivre, Hassina Zegzeg, oui. Oui, en fait, je pense que donc en Algérie, on n'est pas très regardant sur la célérité ou la précision du chiffre, et qu'il y a une obligation de résultat par rapport à une commande des États-Unis et de la France, et puis il y a une feuille de route et on la respecte, et puis c'est tout. Je pense que tout ce qui est scientifique nous vient de France et nous vient des États-Unis, alors que localement, en Algérie, on a des experts qui sont aussi capables autant capables que, ou mieux, puisqu'ils travaillent aux États-Unis et en France. Ils travaillent pour les États-Unis et pour la France. Et en Algérie, on n'utilise pas leurs capacités. Monsieur Saadallah, ou Monsieur Hussein Ben Saad, c'est des gens qui n'ont pas de crédit, pas beaucoup de crédit chez nous, malheureusement. Et le seul pays qui n'est pas leur client, c'est l'Algérie. On préfère prendre les chiffres des États-Unis. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Abdelhamid Fenghor, on en vient à l'exploitation du gaz de schiste. D'abord, est-ce que les risques de pollution des nappes souterraines, phréatiques et albiennes ont été exagérés ou est-ce qu'elles sont vraiment avérées? Les risques sont réels. Ce ne sont pas des risques exagérés.
si on se réfère par rapport au conventionnel, c'est-à-dire des puits verticaux, il y a des études maintenant qui montrent que si vous creusez 100 puits dans une année, vous aurez 5% de ces puits qui vont fuir. Donc déjà, ça pour le conventionnel. Oui. Et c'est des puits quand même verticaux, faciles à faire, oui, qu'on peut cimenter avec une aisance. Mais pour les puits qui sont verticaux, déviés et puits horizontaux, oui, alors là, le travail est difficile. Cimenter des puits aussi complexes n'est pas facile. Et donc, certains experts estiment à peu près à 7% le nombre de puits qui vont accuser des fuites. Donc, ça, c'est au cours d'une année. Et donc, si vous avez des puits, un certain nombre de puits, donc 50% de ces puits vont fuir dans 30 ans. Donc là, toutes les études qui ont porté sur le risque, en fait n'ont pas abordé ce point. Parce que là, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire des fuites d'un forage? Ça veut dire que soit le tubage s'oxyde et donc vous aurez une communication entre les couches oui, géologiques, soit le ciment craque, oui, et ça peut aussi endommager des fuites. Donc ça, c'est les études qui ont été faites ont abordé le problème des fuites de la formation de schiste vers les aquifères. Donc ils disent que quand on fracture, généralement ces fractures ne migrent pas à une distance qui est plus de 600-700 mètres. Et comme l'aquifère généralement se trouve à au moins 1 kilomètre au-dessus, donc il n'y a pas de risque pour que ces fissures atteignent l'aquifère. Mais ces études aussi oublient le fait que les formations géologiques sont des formations accidentées. Il y a aussi des failles. Et parfois, vous injectez de l'eau, vous faites une fracturation, et l'eau peut aller directement à travers la faille vers l'aquifère. Donc là, vous avez un risque donc, de pollution des aquifères à partir du fluide de fracturation. Et en surface aussi, vous avez des risques de fuite, donc vous avez des risques d'incendie, vous avez des nuisances, vous avez de la pollution. De la pollution. Mais sinon, au sud, où il y a généralement soit une nappe, la nappe phréatique, soit deux nappes, la nappe phréatique et la nappe albienne, qui sont très loin l'une de l'autre, hein. Est-ce que le risque existe d'une pollution des deux? Dans la région de Ain Salah, par exemple, oui, il n'y a qu'une seule nappe. C'est l'Albien, c'est les eaux profondes. C'est le continental intercalaire, cette grande nappe. Oui. Et là, elle affleure au niveau du plateau de Tadmaït. Donc, vous avez un chapelet de villes entourant le plateau. Ça veut dire qu'elle est profonde partout, sauf à ces environs-là où elle affleure. Elle remonte. D'accord. Donc, dans ces bassins-là, oui, il y a un risque de pollution de cette nappe. Et s'il y a pollution, ça va se tendre partout puisqu'elle se tient, cette nappe. C'est une sorte de mer intérieure, souterraine. Absolument. C'est une pollution, donc la pollution va migrer vers ailleurs. Mais dites-moi, Abdelhamid Fenghor, pourquoi utilise-t-on dans ce procédé tant de produits chimiques aussi toxiques? Est-ce qu'il n'y a pas le choix de faire autrement? On n'a pas le choix parce que la fracturation repose sur l'utilisation d'un fluide, qui est l'eau dans ce cas, et cette eau doit être en mesure de contenir du sable, donc de maintenir le sable en suspension. Et pour maintenir le sable en suspension, il faut créer une espèce de gel. Donc il faut ajouter des produits chimiques, des gélifiants, oui, je vais vous donner par exemple, si vous mélangez
du sable à de l'eau, vous ne pouvez pas avoir une suspension. Oui. Par contre, si vous mélangez du sable à du miel, par exemple, oui. là, vous avez une consistance. Donc, vous pouvez avoir une suspension. Je vois ce que vous voulez dire. Donc, on doit ajouter des gélifiants, on doit ajouter des produits épaississants à l'eau pour pouvoir garder le sable en suspension, le pomper et l'emmener aussi loin que possible dans la formation. Oui. Et comme on utilise l'eau, on doit aussi préserver l'intégrité du puits qui est du métal. Donc le métal peut se corroder, donc il faut... envoyer de l'anti-rouille par exemple. L'anti-rouille, un produit anticorrosif. Il y a des produits qui se déposent, il faut un anti-tartre. Oui. L'eau généralement contient des bactéries, donc il faut un biocide, parce que ces bactéries peuvent aller dans la formation et ces bactéries peuvent produire soit du sulfure d'hydrogène qui est un gaz toxique, soit aussi causer des problèmes de dépôts organiques dans la formation. Donc on doit utiliser un biocide et il y a aussi d'autres produits, des surfactants pour contrôler la viscosité. Il y a, comme j'avais dit la dernière fois, il y a au moins une douzaine de produits qu'il faut utiliser pour pouvoir fracturer la roche. On va venir à une méthode presque alternative, j'allais dire, qui n'a jamais été expérimentée. À un certain moment, je crois que cela a été le prétexte, un peu la cause de votre différend avec vos amis qui étaient avec vous sur le même front. Vous avez un peu parlé de la fracturation à l'heptafluoropropane, qui serait une méthode alternative qui contiendrait, qui aurait moins de danger sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Donc, pour les méthodes qui sont en train d'être développées au laboratoire de recherche, surtout, c'est des méthodes qui sont soutenues et financées par des compagnies pétrolières. Donc, je citerai une des méthodes qui, jusqu'à présent, a donné de bons résultats à l'échelle de laboratoire, la stimulation par l'hélium. Donc, cette méthode-là, personne n'a parlé ou évoqué. Et donc, cette méthode-là, elle a donné de beaux résultats. Et à titre d'information, que l'hélium est un gaz rare. C'est pas un gaz toxique, ni un gaz qui pollue l'environnement ou quoi que ce soit. Donc, à l'échelle laboratoire, il y a des résultats. Mais malheureusement, les prix sont très chers. Donc, on ne peut pas faire de la stimulation avec l'hélium dans l'état actuel. Nos collègues ont confirmé cette fuite-là. Monsieur Dr Abdellaoui ainsi que mon collègue, il a parlé de ces fuites. Qui sont de l'ordre à peu près de 80%, on récupère tout 20% du gaz. C'est ça qui rend si technique jusqu'à l'heure actuelle non bénéfique et non rentable. À côté de ça, il y a le heptafluoropropane. Cette molécule aussi a prouvé son efficacité, vu qu'elle est utilisée comme gaz médical. Donc, pas mal de compagnies, ils sont en train maintenant de venir dans leur laboratoire des essais pour optimiser les paramètres. Mais malheureusement, la contrainte toujours s'impose. Et c'est pour cette raison que jusqu'à présent, ils n'ont pas déclaré une nouvelle alternative à part l'hydrofracturation, tout simplement parce que l'hydrofracturation utilise de l'eau et du sable. Et bien sûr, les produits cités par mon collègue, c'est cette famille de produits. Et dans chaque famille, on trouve des centaines de produits. Donc, lorsqu'on parle de surfactants ou on parle d'inhibiteurs de corrosion, ce n'est pas un produit, mais une famille de produits. Et c'est ça qui rend le problème de la fracturation chimique
comme un handicap et un impact qui a une conséquence très néfaste et très grave sur l'environnement et surtout sur les nappes, surtout pour notre cas en Algérie, les nappes albiennes. C'est-à-dire qui est très grave chez nous, c'est l'albienne qui est à peu près qui a 1000 km qui s'étale de Béchar jusqu'à Biskra et de Narwat jusqu'à Insalah. Donc cette grande réserve, si elle est touchée ou elle est contaminée, c'est pour nous c'est le chaos parce que nous, la priorité à l'eau par rapport aux hydrocarbures. Et vu qu'on a d'autres alternatives, nous on se base toujours sur le solaire, je dis que pour l'Algérie, le choix du gaz de schiste ou de cette technique d'hydrochimique, fracturation hydrochimique, donc c'est une technique qui est pour nous cause de vrai danger pour ça veut dire qu'en l'état des choses, en l'état des choses, vous êtes contre toute exploitation du gaz de schiste? Oui, on est catégoriquement contre et on a reçu, c'est-à-dire des promesses d'aller vers les cheminées solaires. Ici à Ouargla, je vous confirme qu'ils ont déjà lancé les tours solaires, surtout les cheminées solaires à Ouargla, ici à Alia, ils ont localisé, ils ont mis l'accord pour 2000 hectares pour l'exploitation des énergies renouvelables avec une capacité de 400 mégawatts. 400 mégawatts, c'est à peu près, c'est une cheminée qui peut... Mais restons pour le moment, restons sur le gaz de schiste. Abdellaoui, Boubacar Abdellaoui, à votre avis, cette histoire d'expérimentation pour le gaz de schiste, d'après vous, est-ce qu'il faut s'opposer totalement? Est-ce qu'il faut négocier des espaces expérimentaux? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous préconisez? Enfin, ce que je préconise, il ne faut pas oublier que concernant le gaz de schiste, il n'y a que 20% qui peut être exploité à partir des formations géologiques du sous-sol. Donc, l'autre partie, je réponds à votre question précédente, le reste est constitué d'azote, de gaz carbonique. Il ne faut pas oublier aussi que la période d'un puits, au début de son exploitation, est à son maximum, mais par contre, avec le temps, elle décline rapidement jusqu'à 65%. Dès la première année, il y aura déjà une chute de 3 à 65% de la production. Ça a été vérifié dans le conventionnel et surtout en Algérie, le non conventionnel, la partie de forage horizontal n'est pas totalement maîtrisée, jusqu'à preuve du contraire, par absence de savoir-faire. Donc, si je comprends bien, Abdellaoui Boubacar, si je comprends bien, je ne suis pas de la partie, j'essaie de comprendre. Il n'y a que 20% qui peuvent être exploités sur le potentiel avéré. Le 80%, il y a une déperdition. En plus, par rapport au prix actuel du baril, qui est très bas, ça veut dire que ça va être tellement cher, il va y avoir tellement de pertes, qu'en fin de compte, c'est vraiment pas rentable d'exploiter le gaz de schiste. Et bien sûr. Actuellement, le cours du baril de pétrole, aujourd'hui, à l'échelle internationale, est de 45,69 dollars. À peu près donné 40,97 euros. Et alors que j'imagine que le prix de revient du baril de gaz de schiste va revenir plus cher que le prix du marché. Donc, c'est pas intéressant. Donc, les coûts de réalisation d'un forage, ils vont varier, ils vont dépasser 20 millions de dollars approximativement. Par puits, ça ne nous arrange pas. Oui. Et par puits. Un puits, plus de 20 millions de dollars. Il ne donne que 20%. Il reste à prouver. Donc, pourquoi ils sont en train de s'obstiner à exploiter un tel canard boiteux?
les autorités algériennes, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, ils vivent une situation politique assez délicate vis-à-vis de la situation économique. Il n'y a pas une stratégie qui a permis de développer une autre économie autre que les hydrocarbures. Par exemple, l'industrie, qui vraiment, actuellement, on n'a pas d'industrie potentielle qui remplace l'énergie de pétrole ou du gaz. Restez avec nous, Boubacar Abdellaoui. Hassina Zegzeg, pour revenir au titre de l'émission, où en sommes-nous aujourd'hui pour ce qui est de ces expérimentations, de ces fracturations expérimentales, où en est le projet et où en est la résistance des militants anti-gaz de schiste? En fait, à cause des conditions climatiques dues à l'été, et puis avant l'été, il y avait le mois de carême, la résistance à Ain Salah, elle a été un petit peu plus soft. Mais elle s'est essoufflée, vous voulez dire? Elle s'est essoufflée. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai. Non, elle s'essouffle en termes de Somo, je veux dire. Sur la place Somo, des gens restaient, mais avec les températures existantes, c'est plus possible. Mais, je veux dire, en termes de réunion, en termes de projet, nous, on continue. Et en fait, on a toujours répété que ce qui nous gênait, c'est justement ce concept d'expérimentation. C'est par exemple concernant le fluoropropane, c'est une méthode qui n'a été utilisée nulle part, mais qu'on veut bien expérimenter sur les citoyens d'Ain Salah. Et ça, c'est inacceptable. Concernant ce qui se passe sur le site de forage ou d'exploration, aucune information. Mais je crois que ceux qui ont plaidé éventuellement pour la fracturation l'heptafluoropropane ont surtout opté, je crois, pour une expérimentation en laboratoire plutôt, non? Ce n'est pas le cas? Oui, oui, maintenant. D'accord. Oui. Mais sinon, Hassina Zegzeg, maintenant avec du recul, pour faire le bilan, pour dire les choses comme elles sont, votre résistance à Ain Salah, elle a été vraiment isolée. Vos compatriotes ne vous ont pas suivi, ne vous ont pas soutenu. Les gens n'ont pas d'amertume et ils ne considèrent pas qu'ils ont été livrés à eux-mêmes, abandonnés de tous? Si, beaucoup. Et c'est pour ça que de toute manière maintenant, la position est claire. Les hydrocarbures pour Ain Salah, on a envie d'en sortir et j'espère que les citoyens de l'Algérie entièrement vont comprendre qu'il faut absolument qu'on sorte de la rente pétrolière et des hydrocarbures et qu'on se tourne vers les énergies renouvelables, surtout vers l'exploitation de l'énergie solaire, puisque nous, à Ain Salah, on a la bénédiction d'avoir le taux d'ensoleillement le plus élevé de la planète. Je vois pas pourquoi on se gênerait. Et puis les gens vont repartir là maintenant, ils s'organisent pour exploiter de petites parcelles de maraîchage et pour installer des pompes solaires et pour apprendre, on va créer des sessions de formation en création de microclimats et on va essayer de former les gens pour sortir complètement des hydrocarbures. Segni Lajil nous parlait d'une perspective maintenant, d'une vision solaire de l'énergie au sud. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une synergie entre les uns et les autres pour aller dans ce sens? Moi, je ne sais pas du tout. Le projet des tours solaires, moi j'ai vu des projets de tours solaires à Gardaïa, mais ce qui a fait que l'Algérie est aujourd'hui au niveau où elle est, c'est justement la conception de ces méga projets et de ces projets gigantesques. Je pense que si on pouvait partir sur de tout petits projets, les exploiter et les finaliser, ce serait beaucoup plus positif que d'envisager des centaines de kilomètres carrés on va rester, Hassina Zegzeg, on va rester sur le gaz de schiste, mais je vous promets qu'on pourrait revenir éventuellement sur cette question qui est très très importante. Mais restez avec nous. Moi, Abdelhamid Fenghor, moi je pensais qu'on allait clore aujourd'hui deuxième émission, mais il me semble qu'on va devoir consacrer une troisième émission. C'est un sujet vaste. Très vaste. J'ai l'impression plus qu'on avance et plus des questions se posent. Moi, la question que j'ai envie de vous poser en matière parce que maintenant on a compris qu'il faut de la fracturation pour permettre à ces particules
de gaz qui sont emprisonnés dans le schiste de pouvoir s'échapper et remonter à la surface, il faut fracturer la roche. Ça, on l'a compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode de fracturation de cette roche pour permettre à ces particules de s'échapper, de remonter à la surface, autrement que par l'eau? Bon, il y a plusieurs méthodes en fait, mais certaines méthodes sont un peu exotiques et sont très chères. Mais pour l'instant, les seuls fluides utilisés sont soit l'eau, soit le propane en forme de gel. Le propane en forme de gel, en quelque sorte, on est en train de revisiter la naissance de la fracturation, parce que la fracturation hydraulique a commencé dans les années 1950, à peu près 1947. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé du napalm. De l'explosif? Absolument. Les Américains avaient des stocks énormes de napalm qui leur restait de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et donc, ils ont trouvé une application pour ce napalm. Et c'est quoi le napalm? Ils creusaient, mettaient du napalm dans le schiste et faisaient exploser. C'est la fracturation. C'est uniquement mettre du sable. Le napalm contient aussi des produits chimiques. Oui, c'est un gel. Oui. En fait, le napalm, c'est soit de l'essence gélifiée ou du kérosène gélifié. Ouais. C'est de l'hydrocarbure gélifié. Donc maintenant, avec le propane, par exemple, qui est proposé comme alternative à l'eau, c'est une société canadienne qui s'appelle Gazfrac qui a commencé à l'utiliser à partir de 2007. Et il y a à peu près 1500 puits qui jusqu'à présent, au nord des États-Unis et au Canada, qui ont été fracturés au propane gélifié. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire là, on remplace uniquement l'eau par le propane. Oui. Et pour rendre le propane visqueux, oui, on est obligé d'ajouter un gélifiant, un produit qui le rend... donc il y a de mêmes risques chimiques en fait. Il y a des produits chimiques, donc il faut ajouter soit des esters d'acide phosphorique ou autres composants pour pouvoir produire un gel, et de façon à maintenir le sable en suspension. C'est là le problème. Absolument. C'est la même chose. Donc il y a des produits chimiques pour obtenir ce gel. Peut-être il y a moins de produits chimiques concernant parce qu'on n'a pas... Là, on n'utilise pas d'eau, donc peut-être il y a moins d'anticorrosifs, il y a moins de biocides et tout ça, mais il y a des produits chimiques pour produire ce gel de propane. Le problème du propane, c'est un problème... le propane est très dangereux, c'est un produit très inflammable. Et donc, s'il y a des fuites, le propane se vaporise rapidement et s'enflamme rapidement et produit ce qu'on appelle une boule de feu. Donc c'est très dangereux, quoi. Très dangereux. On n'aime pas travailler avec le propane parce qu'il est très dangereux. Il faut beaucoup de mesures de sécurité. Alors, et donc très cher. Et très cher aussi, il est très cher. Pour le faire accepter, on s'est dit, bon, le propane, on va le fluorer. Oui, c'est pour ça qu'on appelle fluoropropane, heptafluoropropane. Voilà, le propane, il a c'est 3 molécules, 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène. Il faut remplacer 7 atomes d'hydrogène par 7 atomes de fluor. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle heptafluoropropane. Oui. L'heptafluoropropane, ce n'est pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose qui est connu, c'est un produit qui est utilisé comme agent d'extinction. C'est aussi un produit qui est utilisé comme agent dans les aérosols. Donc c'est un produit qui est assez ancien, mais on l'a proposé. On l'a proposé pour résoudre le problème de l'inflammation du propane. Mais là, le coût de revient va sortir. Tellement cher que c'est... Ça va être à un prix exorbitant. Et je ne pense pas sera plus intéressant. que la fracturation serait profitable. D'accord, restez avec nous.
L'Ajel Segni, en l'occurrence, maintenant avec la chute, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais demander à tout le monde d'être le plus bref possible, mais je promets qu'il y aura une autre émission, Inch'Allah. Donc, mais sinon, en l'occurrence, avec la chute des prix du baril et avec la cherté de ces procédés, vous ne pensez pas que les sympathisants, les militants pour l'exploitation du gaz de schiste vont devoir plier bagage? Ils ont déjà plié bagage, donc c'est-à-dire on avait un contact avec les responsables directs, on a donné nos rapports, que ce soit les rapports internes, le moratoire, donc tout le monde connaissait le rapport qui a été transmis à la présidence et qui confirme bel et bien ces choses-là. De même, on a appuyé notre rapport par les rapports internationaux, surtout le rapport d'André Picot qui a travaillé sur ces choses-là aux États-Unis et qui a fait un rapport, c'était un expert pour l'Union européenne et lui aussi, il a suivi c'est-à-dire le même avis que nous. Donc en matière, c'est-à-dire de preuves, il reste à ces gens-là que de dénoncer et de dire qu'on a trompé de route. Donc c'est ce qu'on a demandé, qu'on soit honnête avec notre peuple, surtout pour une vérité scientifique. Et nous, juste à titre d'information, on a formé un comité d'experts et c'est M. Dr Abdellaoui qui préside cette commission technique anti-gaz de schiste. Elle est en train de suivre ce dossier avec grande précaution. Donc, merci. Donc on a tout le... Oui. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Segni Lajel. Boubacar Abdellaoui, un dernier mot avant de nous quitter. Il ne reste plus de temps. Je vous demanderai d'être assez concis. Je pense qu'il faut, M. Jamal, je pense personnellement qu'il faut libérer les énergies renouvelables en Algérie, puisqu'on doit finir avec les énergies de schiste qui sont sales, qui présentent un danger pour la santé et pour le devenir de la génération future. N'oubliez pas que la part de ces énergies renouvelables, que ce soit solaire, hydraulique ou thermique et tout ça, et même nucléaire, elle peut représenter au moins 35% de la consommation énergétique jusqu'à 2030. Ce que notre gouvernement devra savoir, que 40% de la consommation actuelle, il faut qu'elle soit préservée pour maintenir et pour assurer la sécurité énergétique dans notre pays. Boubacar Abdellaoui, merci infiniment. Hassina Zegzeg, vous avez le mot de la fin. Merci. J'aimerais pouvoir rappeler que ce serait intéressant qu'on n'occulte pas les conséquences de l'exploitation du gaz de schiste et surtout des hydrofracturations, comme on a occulté les conséquences des essais nucléaires français à Ergen, comme on est en train d'occulter les conséquences de l'échec de la séquestration du CO2 à Kreshpa, à Ain Salah, personne s'en occupe. Alors, pensez au fur et au propane et au risque d'explosion avec ce qu'il y a comme stock de CO2 dans le sous-sol. C'est de la folie et il va falloir se pencher sérieusement sur le dossier puisque M. Segni dit qu'ils ont un comité d'experts. Je crois que c'est un dossier qu'il faut absolument ouvrir. Merci Hassina Zegzeg, merci Segni Lajel, merci Boubacar Abdellaoui, merci Abdelhamid Van Roor. Donc nous allons devoir animer une autre partie, la dernière j'espère, sur le gaz de schiste, parce qu'il y a encore beaucoup de questions à poser. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jamal. Cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum.